Alors nous allons passer à la première table ronde de cette journée, puisque, vous savez, certains parlent de mariage de raison, d'autres parlent de grande histoire d'amour. Mais finalement, qu'est-ce qui fait que ça colle ? Qu'est-ce qui fait que ça marche ? On va écouter celles et ceux pour qui l'aventure a démarré, pour qui ça s'est bien passé, et qui ont aussi appris tout un tas de choses de cette belle histoire. Alors, pour vous faire ces confidences, j'ai le plaisir d'accueillir la prochaine table ronde qui va s'installer sous la direction de Laura Bellet, senior consultant chez Tech2Med. Laura, je t'invite à t'installer. J'ai également le plaisir d'accueillir Célia Dumas, expérience et patient solution chez Novo Nordisk. Anne Guillard-Méziane, directrice de la Ligue nationale de lutte contre la Ligue nationale contre l'obésité. Cécile Vandeviver, directrice générale de France Rhin. Merci. Et Céline Cortot, responsable relations patients oncologie chez AstraZeneca. Mesdames, la scène est à vous. Bonjour à toutes et à tous, ravie de vous retrouver autour de cette première table ronde de la journée. Vous allez aujourd'hui nous présenter vos collaborations respectives, mais avant cela, j'aimerais vous poser une première question préliminaire. Vous savez aujourd'hui que les collaborations entre laboratoires pharmaceutiques et associations de patients peuvent parfois être controversées du fait de l'image des laboratoires. Je vais tout d'abord me tourner vers vous, Anne et Cécile. Comment est-ce que vous réagissez face aux incompréhensions côté patient ? C'est vrai que l'image des labos est très diabolisée, comme d'une façon générale toute l'industrie et qui va dans la vague de la mondialisation. Et on retrouve parmi les patients beaucoup de personnes très militantes et avec quand même souvent des tendances un peu altermondialistes, etc. Donc je pense qu'ils acceptent cette partie de collaboration s'ils la comprennent et s'ils comprennent que notre projet associatif n'en est pas dévié. Et que finalement, il faut arriver à collaborer avec un labo sans perdre son âme et sans perdre ses projets, et que ces projets soient toujours le souhait de la base, en fait. C'est pas toujours facile de faire comprendre même les gros projets qu'on a, dont ils n'imaginent pas toujours la déclinaison dans leur quotidien. Mais c'est ces projets qui font avancer l'association, qui font avancer les collaborations et qui nous donnent aussi la notoriété dont on a besoin pour que de nouveaux adhérents, de nouveaux bénévoles viennent nous rejoindre. L'importance de l'image, elle est là, elle est cruciale. C'est difficile à faire passer comme message auprès d'eux. Oui, donc c'est tout à fait ça, donc je te rejoins tout à fait. Mais je pense qu'il est vraiment très important, on a effectivement dans chaque association des patients qui sont militants, mais il est très important de les écouter et de leur comprendre les contours de notre partenariat et l'éthique, que bien évidemment, on n'est pas parti tête baissée dans ce partenariat sans revoir le contour du projet. Et bien insister que c'est le patient qui est au cœur de ce projet, que c'est pas dans un but uniquement lucratif, c'est ce qui est souvent remis en question. Moi, je prends le temps à chaque fois qu'un patient de la Ligue met en avant notre partenariat avec les lobbies pharmaceutiques, hein, comme à chaque fois il nous l'indique, de le recevoir et de lui indiquer dans quel projet. Quelle est la valeur ajoutée de ce projet ? Qu'est-ce qu'il va apporter ? Et je l'invite à participer à ce projet avec nous. Côté laboratoire, maintenant, comment est-ce que vous réagissez à l'idée des laboratoires pharmaceutiques qui utiliseraient les associations de patients ? Il y a une part de moi qui trouve ça bien. Et je vais dire quelque chose qui se dit peut-être pas aujourd'hui. Je faisais partie de ces gens avant de rentrer dans un labo, de me dire est-ce que vraiment c'est éthique ? Est-ce que vraiment c'est pas que pour le business ? Est-ce que Et en fait, il y a une part de moi qui trouve ça bien parce que ça nous remet toujours en question et ça nous oblige aussi à être toujours dans la juste intention, dans l'éthique et faire toujours le mieux possible. Pour déjà jamais pouvoir douter de cette juste intention-là, jamais pouvoir se faire reprendre et que la valeur ajoutée aille sur le projet et pas sur toute la discussion qu'il y a autour. Et donc, il ne faut pas pour moi le mettre sous le tapis, il faut le prendre, l'accepter et voir comment on va travailler. Après, ça ne veut pas dire que ce n'est pas extrêmement frustrant, parce que quand on y met toute son énergie en bonne volonté et qu'on n'a finalement que ça comme réponse et que ça s'arrête là, je partage énormément de frustration. Ce qui était dans comment est-ce que finalement on réagit, pour nous, ça a été de mettre un cadre
à cette collaboration. De se dire que tant que le cadre est gris, on a vu qu'il y avait beaucoup de zones un peu grises, de choses qu'on ne se dit pas, de choses qui sont complexes à mettre en œuvre au sein d'un laboratoire, tant que ce cadre est gris, tout le monde peut un peu raconter ce qu'il veut autour de ce cadre. Donc on s'est dit, on va essayer, nous, en tout cas chez Novo Nordisk, de clarifier cette zone de jeu. Qu'est-ce qu'on a le droit de faire, qu'est-ce qu'on n'a pas le droit de faire, comment est-ce qu'on va le faire, comment est-ce qu'on ne va pas le faire, comment est-ce qu'on va éviter d'attendre 3 semaines pour avoir une réponse du juridique, du réglementaire pour. Et donc ça peut paraître logique, moi je ne venais pas du tout de ce monde-là que ça existe, mais on a mis en place une charte d'éthique sur comment est-ce qu'on travaille ensemble, qu'on a fait signer et par les labos, enfin qu'on a co-construit et fait signer ensemble par les associations et notre directeur général, et tous ceux qui rentrent chez nous sont obligés de le signer. On a 45 pages de guide patient maintenant sur qui a le droit de faire quoi, comment est-ce qu'on avance ensemble, comment est-ce qu'on fait ça, et on a beaucoup travaillé avec les équipes du réglementaire et de la compliance et du juridique, où maintenant ils sont dans un état d'esprit à vous voulez faire ça, comment on va le faire ensemble et comment on va le faire vite, et ils sont présents aussi, alors pas là aujourd'hui, mais ils sont présents dans les moments qu'on met en place ensemble avec les associations pour qu'ils se rendent compte de la valeur ajoutée. Et moi je suis persuadée que tant qu'il y a du sens dans ce qu'on fait, tant qu'on voit la valeur ajoutée, tant que ça apporte des choses vraiment aux patients, on a tous envie d'y adhérer parce qu'on travaille dans le milieu de la santé. Et donc ça permet de passer ce cap et de se dire, voilà, cette zone, elle est plus grise, et ben on va pouvoir répondre ensemble. Et le jour où on s'approche trop de la ligne, Anan va me dire, là, la ligne, on l'avait définie, ou autre. Et c'est ça, pour moi, c'est ça qu'on attend d'une vraie collaboration et d'un vrai échange ensemble. Je partage pleinement ce qui vient d'être dit. C'est vrai que je vais enfoncer une porte ouverte, et d'ailleurs les CNET l'ont bien rappelé, on est quand même une industrie extrêmement réglementée. Donc on a un cadre. Effectivement, ensuite, chaque entreprise a une forme de culture, a des valeurs qui permettent aussi de poser ce cadre-là. À AstraZeneca, on n'est pas allé jusqu'à poser une charte, mais on n'en est certainement pas loin, finalement, dans nos pratiques et nos façons de faire. Après, je voudrais aussi simplement rappeler, enfin pas rappeler, mais disons partager une pratique. Nous, c'est-à-dire qu'on est dans un état d'esprit de co-construction. Mais le préalable et le préambule à finalement cette co-construction, c'est faire en sorte que les besoins et les objectifs de chacun soient partagés et bien compris. Et donc il y a quand même cette notion de transparence en disant, voilà, nous en tant que laboratoire, on a cet enjeu-là, on a cet objectif-là. Vous, en tant qu'association de patients, vos objectifs et vos enjeux sont peut-être pas exactement les mêmes. Comment est-ce qu'on retrouve à une zone finalement où on peut dialoguer, discuter? Et je dirais que même parfois, au fur et à mesure de l'avancement des projets, il peut y avoir des difficultés qu'on n'a pas envisagées, qu'on n'a pas complètement vues. Et ce discours d'entrée de jeu, je dirais, de transparence, permet quand même très souvent de lever les difficultés que l'on peut rencontrer dans la conduite du projet commun. Merci. Vous avez vécu toutes les 4 ces difficultés, cette nécessité de créer un cadre, définir des objectifs. Est-ce que vous pourriez nous en dire un petit peu plus en commençant par votre projet, Célia et Anan, la fresque de l'obésité? Non, je te laisse présenter, j'interviens. On va vous raconter l'histoire de la fresque et que je trouve, qui nous dépasse, qui a été assez, je pense, là, extraordinaire sur la manière dont elle se met ensemble, parce qu'on a vraiment voulu faire ce pour et avec. Mais en fait, je voulais juste dire quelque chose avant, c'est que je pense que ce projet a été possible sous ce format-là qu'on va vous raconter, parce qu'il y a eu ces 2-3 ans de travail, de confiance ensemble avec énormément d'associations de patients, parce qu'on avait mis ce cadre, parce qu'il y a une équipe qui fait un travail incroyable sur le terrain tous les jours depuis 3 ans, à co-construire cette juste intention, quel est l'objectif commun sur lequel on veut avancer ensemble pour la maladie, pour les patients. Et si ça n'avait pas été fait dans la durée, parce que c'est aussi un mot qu'on n'a pas encore employé, mais finalement l'engagement il se fait ensemble dans la durée, et sinon ça ne marche pas, et c'est souvent quelque chose qu'on nous reproche. Vous lancez quelque chose dans quelques mois, et puis après vous arrêtez, il y a quelqu'un d'autre qui vient. Et donc en fait c'est ce travail en amont qui a permis de lancer là ce projet aujourd'hui. Maintenant que j'ai dit ça, vas-y.
Tu voulais que j'ajoute? Alors, donc du coup, nous, quand ce projet il a été présenté donc à la Ligue, alors j'avais aucune idée de comment ça pouvait se présenter sur une pathologie. Moi, je connaissais la fresque du climat, mais j'avais aucune idée de savoir comment on allait pouvoir l'installer sur la maladie, l'obésité. Alors, on l'a testé avec mes équipes, avant de pouvoir de la mettre en place sur des événements où on intervient. Et là, on va le démultiplier avec notre organisme de formation. Donc la fresque, ce qui nous intéressait dans ce projet en particulier, c'est que l'obésité amène à beaucoup d'idées reçues et de discrimination. Rien que le mot lui-même, obésité, apporte déjà discrimination qu'on entend. C'est la maladie qui a le plus de stigmatisation, de discrimination, ou c'est la faute des patients. Alors que l'obésité est bien une maladie chronique qui est reconnue par l'OMS. Donc l'idée était d'avoir un débat avec cette fresque. Et la fresque de l'obésité, c'est génial, justement, parce que y a un débat. Et on s'aperçoit que ce soit des équipes... alors, je suis aussi diététicienne et nutritionniste en parallèle de mon poste de directrice. Donc, du coup, je le partage aussi à l'hôpital, donc au CHU de Montpellier. Et je me rends compte que cette fresque, elle amène au débat. Donc c'est important parce que ce soit médicaux, paramédicaux ou patients, on s'aperçoit que tout le monde a des idées, parfois des idées reçues. Et l'idée est de venir sans avoir vraiment la bonne définition à même de l'obésité. L'idée est de la déconstruire et d'amener le débat et de savoir pourquoi les patients se retrouvent dans ces situations de discrimination et de stigmatisation dans la plupart des cas. Je vais essayer de partager pourquoi ça nous dépasse aujourd'hui. Quand on a eu cette idée, c'était pour la Journée mondiale de l'obésité, et vraiment parce que ça fait 2-3 ans qu'on entend ça, énormément de frustration, et même énormément de frustration dans l'équipe, d'essayer d'expliquer à nos proches, de se dire qu'est-ce que c'est que cette maladie, pourquoi, et d'avoir énormément de « Ah, franchement, c'est parce qu'ils font pas d'efforts ». Et on le tournait dans tous les sens, et on se disait « Mais c'est pas possible, on en est convaincus et ça bouge pas. Comment est-ce qu'on va faire pour que ça bouge ?» Et là, on s'est dit, la base de la co-construction, en tout cas auquel on croit dans l'équipe, c'est de le faire dès le début du projet, en pour et avec. Et de se dire, malgré toutes les contraintes qu'on a aujourd'hui au sein des laboratoires, on va essayer de mettre énormément de monde autour de la table. Donc on a été plus d'une vingtaine d'experts à co-créer finalement ce qu'il allait avoir au sein de cette fresque. Et de se dire, allez, on a 1 mois pour le faire, 20 experts. Donc là, je pense qu'on a mis tout le monde dans le rouge, comme dans les scénettes de tout à l'heure. C'était obligatoire, nous les premiers. Mais on s'est dit, il y a un enjeu et on veut que ça devienne un outil de référence qui va faire bouger les choses en France. On avait cette ambition commune de se dire il faut maintenant tous faire ça ensemble. Et bien sûr, dans ce comité d'experts, alors on a tenté la juste représentation comme aujourd'hui, mais elle n'était pas aussi parfaite, donc je vous tire mon chapeau, mais en tout cas, il y avait vraiment tout type de professionnels de santé, tout type de patients experts, patients partenaires, associations de patients, mais aussi élargir. Quand on parle de santé, on parle d'un débat de société. Et on parle de plus en plus du citoyen acteur de sa santé ou autre. Donc on voulait aussi des citoyens dans ce comité d'experts pour l'élargir le maximum. Et une fois que ce comité d'experts avait imaginé quelles étaient les 300 phrases qui ressortaient le plus aujourd'hui dans l'obésité qu'on avait envie de déconstruire, il y a eu toute la partie, le travail scientifique. On s'est fait accompagner d'une agence pour le rendre jouable. Et c'est là où la force du collectif est arrivée en jeu. On s'est dit, OK, personne n'a encore joué à cette fresque, personne ne l'a encore vue. Mais le jour de la Journée mondiale, le 4 décembre, on va la lancer tous ensemble. Il y a eu plus d'une centaine d'événements à 2-3 jours près qui se sont lancés en France pour partager cette fresque et jouer, que ce soit par des professionnels de santé, par des associations, des patients et des aidants. Et j'ai aussi cette intime conviction que ce qui va marcher, c'est si c'est pas les patients d'un côté, c'est pas nous d'un côté, c'est pas les professionnels de santé d'un côté, c'est si on le fait tous ensemble et pas juste nous. Et l'année prochaine, on rajoute d'autres briques dans cette journée et de se dire que collectivement, il faut qu'on s'engage pour une santé commune. Et donc, il y a une centaine de moments où on a lancé cette fresque. Et à partir de ce moment, ça a énormément résonné chez les professionnels de santé qui ont dit on va l'intégrer dans notre pratique, en équipe. On va rendre cette fresque obligatoire
il y a certains hôpitaux qui ont décidé de fresquer 100% du personnel soignant. Il y en a qui l'ont mis en première formation des étudiants en médecine avant finalement qu'ils abordent plus médicalement le sujet de l'obésité. Et on s'est dit, on veut continuer à pousser et que ça démultiplie. Et on veut que ce soit un cercle vertueux qui retourne aux associations. Et en fait, on a proposé à beaucoup de patients experts, associations, de devenir aussi formateurs d'une certaine manière de cette fresque, de pouvoir bénéficier de tout ce qui retomberait positivement, même financièrement, autour de cette fresque, donc pas pour nous, mais pour d'autres. Et c'est comme ça que c'est en train de faire boule de neige en France et de se dire qu'on le co-crée ensemble, on le teste ensemble, on le lance ensemble, et après ça vit de par la vie de chacun, quand on est un soignant, un patient, et ce cercle vertueux de... il y a une entreprise, donc l'hôpital, qui nous accompagne et qui l'a transformée en version Calliope pour que les grandes entreprises puissent utiliser cette fresque. 10% de tout ce qui est utilisé retourne aux associations de patients et la plupart des formateurs, donc rémunérés pour, c'est des gens des associations. Et je trouve qu'ensemble, quand on arrive à créer ça, c'est très chouette. Et aujourd'hui, en plus de 6 mois, on est à peu près à 10 000 personnes déjà qui ont soit fait la fresque, soit été sensibilisées. Et honnêtement, on s'y attendait pas. Autant, il faut prendre 1h30 quand même pour la faire. Et on a, je sais, plein d'hôpitaux qui nous ont dit, on vous le dit pas quand on le fait, donc on sait que les chiffres sont un peu sous-évalués. On est vraiment très contents. Donc côté patient, vous avez tout de suite connu beaucoup d'engagement pour cette fresque. Oui, on a connu beaucoup d'engagement parce que c'était une manière d'aborder cette pathologie différente. Il n'y avait pas une présentation avec un diaporama et une quinzaine de slides. Là, c'était une discussion qui était ouverte. Chacun apportait ses idées et essayait de motiver sa réponse sur son idée. Donc, et côté patient, aussi, ça a permis de montrer leurs difficultés au quotidien. Parce qu'on parle de côté pathologie, mais il y a aussi toute la sphère sociale que les patients rencontrent et laquelle on n'a aucune idée. Donc là, c'est pour ça que nous, on a pris ce projet et on veut le démultiplier plus. Maintenant, au sein des entreprises, puisque l'obésité est aussi les patients qui sont en situation d'obésité sont aussi en situation de handicap en entreprise. Derrière ta question, il y avait, est-ce qu'il n'y a pas eu des couacs ? Enfin, des couacs ou des points de problème, je pense. Oui, c'était la suite. C'était la suite, tout à fait. Est-ce qu'il y a eu des points de problème ? J'en avais un à relater, c'était pas ensemble, mais c'est effectivement... le prisme, c'est un kit qu'on donne pour que les gens puissent, s'ils signent cette charte d'engagement, pouvoir le déployer. Et on a vu un jour un super post LinkedIn, cet outil incroyable, on a eu une séance incroyable avec nos patients ou autres, mais ils avaient découpé tout ce qui pouvait découper le logo de Nordisk dans le format, et effectivement, ils se l'étaient approprié différemment. Et là, c'est vrai qu'on s'est senti un peu... Et je comprends, parce que je reviens à ce que je vous ai dit tout à l'heure, je comprends ce qui peut se passer dans l'envie de faire ça, et en même temps, je me dis... là, c'est qu'il y a un manque d'échange, de discussion, de confiance, de se dire on avait un deal, et quand le deal est plus respecté en fait des deux côtés, ça pose question quand même, et surtout d'aller le verbaliser, de faire un énorme post LinkedIn, de le relayer dans tous les sens. Si c'est utilisé, on ne pourra jamais le savoir, si c'est coupé, c'est pas... Mais là, je me suis dit, il y a encore énormément de choses à régler, et c'est vraiment pour ça que je suis vraiment ravie qu'il y ait cette journée. Je pense qu'on a encore tellement de chemin à parcourir ensemble pour oser aussi se dire les choses. Qu'est-ce qui me gêne, qu'est-ce qui ne me gêne pas, mais arriver à en cacher l'un comme l'autre, qu'on a fait ça ensemble, qu'on ne l'a pas fait, c'est qu'il y a encore un problème dans la perception du travail commun. Et ça, c'était un exemple très concret. Il est arrivé qu'une fois, pour l'instant. Et quelle a été la solution ? Alors, on n'avait pas prévu de charte écrite d'utilisation de cette fresque. On avait eu des échanges avec tout le monde en disant on se fait confiance, si vous l'utilisez dans la juste intention, allez-y, vous la déployez, c'est la vôtre, vous l'utilisez comme vous voulez. On a quand même décidé de faire une petite charte écrite en disant peut-être que le fait de signer, le fait juste de se dire si vous utilisez cet outil, c'est que vous engagez à la non-stigmatisation de l'obésité et vous l'utilisez correctement. Alors c'est pas écrit plus que ça, mais en tout cas on s'est dit ça va engager un petit peu plus, et surtout on a renoué encore plus le contact avec tous ceux qui l'avaient, et se dire aller encore plus loin dans la discussion. Et maintenant c'est un sujet qu'on aborde très ouvertement avec toute l'équipe, dans tous les projets qu'on veut mener avec les associations ou autres. On est un laboratoire. Vous allez peut-être être chatouillés quand on va travailler ensemble. Est-ce que vous en avez conscience ?
Est-ce que vous êtes prêts? Est-ce que vous en avez discuté en équipe? Est-ce qu'on avance? Est-ce que vous avez besoin de choses qui vous rassurent? Et ça nous a permis encore de le verbaliser encore plus et d'oser en parler pour se dire que finalement, c'est quand on va libérer cette parole-là qu'on arrivera sûrement à aller plus loin aussi. Oui, ça recoupe ce qu'on disait au début de l'intervention, en fait. D'où l'importance, c'est de bien border le début de l'engagement avec chaque partenariat et chaque labo pharmaceutique pour définir les limites de chacun. Et quand les limites de chacun sont mises en place, c'est là où le travail peut être effectif et on peut avoir des super rendus. Bien évidemment, il y a certains projets où je reviens sur la scénette où oui, j'en ai eu beaucoup est-ce que vous pouvez me trouver un patient expert pour 2 jours? En plus, nous, notre plateforme administrative, elle est à Montpellier, donc Montpellier-Paris, quelquefois, c'est compliqué. Mais de dire, ok, moi je veux aller sur ce projet-là, mais comment on peut faire pour que ça se passe bien? Parce qu'il y a une valeur ajoutée. Et quelle est la valeur ajoutée pour nous? Donc nous, on a, au sein de la Ligue, on a un conseil patient et j'implique vraiment ce conseil patient dans le partenariat avec nos laboratoires pharmaceutiques. Avant chaque partenariat, ils ont l'information de mon rendez-vous. On fait, je leur définis un petit peu quel est le laboratoire, qu'est-ce qu'on peut faire, et eux, ils me disent s'ils sont OK et comment on va pouvoir avancer. Mais ils ont ce regard et cette action de dire non, moi je veux pas, ou on n'ira pas parce que pour telle ou telle raison. Tout en remettant toujours le patient et le centre. J'insiste à chaque fois en leur disant attention, si nous, on ne collabore pas avec les laboratoires pharmaceutiques qui vont développer des actions innovantes, on ne va pas savoir comment avancer et où sont les avancées pour tout ce qui est traitement. Merci à toutes les deux pour ce partage. Est-ce que vous souhaitez ajouter un dernier élément pour conclure cette belle collaboration? Fresquez-vous. Il y a le QR code. C'est de la promotion, la pharmaceutique. Moi, je vous remercie pour l'invitation à cet événement. Et comme l'a dit Célia, c'est vraiment important. Cet événement, il est vraiment enrichissant parce que pour dire pourquoi il y a ce partenariat, comment on avance, et j'espère qu'il y en aura de nombreuses manifestations comme ça. Merci. On le souhaite. Je me tourne maintenant vers vous, Céline et Cécile. Vous avez beaucoup collaboré ensemble et aujourd'hui, vous allez nous présenter non pas une, mais 2 collaborations, l'une sur le plus court terme et l'autre sur le plus long terme. Oui, tout à fait. Je vais peut-être recommencer, puis Cécile, je te laisserai ensuite continuer. Effectivement, on avait à cœur de vous présenter deux types de projets qu'on a pu développer ensemble. L'un, c'est une campagne de sensibilisation, je dirais, qui au départ pourrait dire tout à fait banale, sauf qu'elle n'est pas banale dans le sens où c'est finalement un peu dans le même cas de la fresque de l'obésité. C'est quelque chose qui aussi dépassait très largement l'enjeu du laboratoire et de seules associations. C'est un enjeu de santé publique. La maladie rénale chronique, c'est une maladie qui est insidieuse, lente, progressive, dont on ne se rend pas compte qu'elle se développe, sauf qu'elle concerne à peu près 5 à 10% de la population française, ce qui représente quand même 6 millions de personnes. Et c'est une maladie qui, à partir du moment où elle est installée et qu'elle est à un stade sévère, conduit vers une prise en charge qui est coûteuse, lourde pour les patients. Lourde, je dirais, parce que c'est une dialyse, mais je laisserai Cécile en parler peut-être un petit peu plus, elle en parlera mieux que moi, et coûteuse parce que la dialyse reste un dispositif coûteux pour la collectivité. Et donc, en fait, la campagne a été vraiment un moment, a été créée à un moment où finalement, face à cet enjeu de santé publique, il y avait plusieurs facteurs qui étaient, je dirais, convergents et peut-être favorables. Pour la première fois, il y avait des traitements qui commençaient à être développés et proposés aux patients parce que c'était une maladie qui n'était pas dépistée, alors qu'une simple prise de sang, je crois, permet de détecter finalement le stade de la maladie, et qu'il y a eu aussi des recommandations de la part de l'HAS sur la nécessité de développer le dépistage de certaines populations à risque.
Et donc, quand on s'est confronté finalement à cet enjeu de santé publique, on s'est dit qu'on ne pouvait pas y aller tout seul, et pas tout seul seulement avec les associations de patients. Donc, on est allé voir aussi des professionnels de santé. Mais je vais peut-être laisser la parole à Cécile, qui expliquera comment finalement la campagne s'est passée de son point de vue. Oui, merci déjà pour l'invitation. C'est vrai qu'effectivement, vous parliez tout à l'heure de construction dans la durée. C'est pour ça qu'il y a deux projets, l'un qui représente plutôt un court terme et l'autre qui se développe derrière et sur le long terme. Pour France Rhin, on fait du dépistage depuis maintenant plus de 20 ans. Donc, il y a une semaine qui s'appelle la Semaine nationale du Rhin qui se déroule mi-mars, tous les ans. On fait à peu près 25 000 dépistages par an gratuits durant la semaine, public tout venant, aussi bien dans des centres commerciaux que dans des établissements de santé, etc. Ça s'appuie sur la collaboration des bénévoles, vraiment la mobilisation de beaucoup de bénévoles pour faire ça. Appuyés sur nos associations régionales avec leurs propres finances, etc. Et c'est très lourd. Et c'est vrai que les stratégies conjointes des associations de patients avec l'industrie pharmaceutique sont venues là à un point de convergence qui était vraiment très important pour nous et pour eux, je pense. Et cette affiche qui a été co-construite et primée d'ailleurs, ça matérialisé un partenariat très fort qui est venu à la fois soutenir l'action associative et soutenir le labo qui voulait proposer quelque chose. Et c'est vrai que, paradoxalement, la maladie rénale chronique, qui est à la fois lourde, silencieuse et qui atteint quand même un gros pourcentage d'entre nous, n'est pas bien dépistée parce qu'elle est consécutive au diabète et à l'hypertension majoritairement, et donc à l'obésité pour beaucoup. Et les médecins ont du mal à l'aborder parce que c'est complexe. Quand ça dérive et que l'hypertension et le diabète s'accentue, on envoie chez l'endocrino, on envoie chez l'un et chez l'autre, et on ne fait pas grand-chose pour les reins. Ils sont peu pris en compte, en fait, et finalement, plus de 30% des patients arrivent en dialyse en urgence en n'ayant pas vu un néphro dans l'année qui précède. La dialyse, c'est 3 fois 4 heures par semaine, cloué dans le fauteuil avec une circulation sanguine extracorporelle pour nettoyer tout ça. Donc, pour beaucoup, c'est basculement dans le handicap, arrêt de la vie professionnelle, plus la douleur, la fatigue, l'impossibilité d'aller, ou la difficulté d'aller voyager, de partir même en week-end, etc. C'est vraiment une grande claque dans le projet de vie. Pour sortir de la dialyse, il y a la greffe quand on est accessible à la greffe, au bout de plusieurs années généralement. Donc c'est vraiment quelque chose de très très lourd qui vient complètement bouleverser la vie des patients et de leurs familles. Et c'est vrai que c'est une maladie, quand on la prend en charge tôt, quand on la détecte tôt, elle peut être reculée à tel point que finalement on n'y arrivera pas ni à la dialyse ni à la greffe. Et plus c'est pris tôt et plus c'est intéressant. Et justement, c'est là que l'intérêt du labo et l'intérêt de l'association sont très très convergents. Et ça a été pour nous, ce soutien-là, quelque chose de phénoménal. Ça a encore plus... L'affiche est sortie au moment de la Semaine nationale du Rhin. Ça a donné vraiment un élan supplémentaire qui a beaucoup soutenu le projet associatif. C'était quelque chose de formidable. Et les associations que nous... puisqu'en fait, France Rhin a 23 associations régionales plus la fédération. Là, les associations et les bénévoles se sont rendus compte de la force de ces partenariats, de la force que ça donnait à leur action. Et ils se sont dit, ah oui, d'accord. Maintenant, ils sont beaucoup plus ouverts, beaucoup moins diabolisants. Ils ont un peu plus compris comment ça marche, parce qu'ils n'ont pas toujours la perception directe, en fait. Même s'il y a des actions, ils comprennent que là, ça a essayé de soutenu, qu'ils ont un petit peu d'argent pour développer tel ou tel projet. Là, c'était très fort. Vraiment, c'était très fort. Oui, donc là, comme la campagne finalement de sensibilisation, elle a vraiment reposé sur une campagne à destination des professionnels de santé également des malades. Mais il y a aussi eu tout un effort finalement pour faire mieux comprendre ce qu'était la maladie rénale chronique et aussi alerter les médias, faire en sorte que finalement les Français soient conscients de ce qu'était cette maladie. Et c'est une campagne finalement dont on est très fiers, puisqu'on a vraiment réussi à la porter avec tous les acteurs qui étaient concernés. Et on parlait justement parfois de difficultés qu'on pouvait rencontrer dans le cadre de co-construction. Là, par exemple, on a 2 associations de patients qui, par rapport à leurs objectifs et leur mission, ou du moins leur appréciation du projet, n'ont pas souhaité être sur l'affiche,
mais ce n'est pas pour autant qu'elles n'ont pas co-construit et qu'elles n'ont pas participé à toute la campagne de sensibilisation et finalement de prise de parole sur cette maladie. On a considéré, nous, qu'on avait, entre guillemets, gagné notre pari de cette co-construction à partir du moment où, finalement, on a pu la présenter à l'assurance maladie, qui s'est saisie, finalement, du sujet et qui a dans ses tablettes le projet de faire une campagne. Campagne nationale, effectivement, et on a dans les tuyaux aussi une nouvelle nomenclature sur du dépistage pour que ça se fasse de façon plus facile, parce que c'est vrai que pour les médecins généralistes, le dépistage est assez technique et compliqué, et donc il fallait quand même un consensus. Ça a permis aussi l'émergence d'un consensus à ce sujet, et finalement une reco HAS et finalement la nomenclature de CNAM qui arrive derrière. En fait, ces coûts d'énergie qui sont accessibles grâce à la force de l'industrie pharmaceutique permettent de faire avancer une cause parfois bien au-delà de ce qu'on a espéré, puisque là ça a ouvert un petit peu les oreilles des institutions un peu plus grandes, alors qu'on y travaille nous depuis tellement d'années, quoi. Voilà, donc d'un projet qui était de court terme, enfin identifié comme étant de court terme, finalement, on en parle encore, je dirais, c'est 3 ans plus tard, hein, parce que ça a été lancé en 2022. Et sur l'autre projet, en une petite phrase pour présenter le projet, j'aimerais vous poser une petite phrase, ça va être dur, mais en gros, les rendez-vous récap, c'est une initiative de la part d'AstraZeneca. Quand on est à l'écoute finalement des besoins des associations de patients. C'est complètement hors contexte aire thérapeutique ou quelque chose comme ça. On s'est juste rendu compte que les associations de patients avaient des problématiques liées à leur développement, à la façon dont elles pouvaient exister dans l'écosystème de santé, et qu'elles rencontraient un certain nombre de difficultés, qu'elles se sentaient un peu isolées. Ça, c'est tout un travail d'écoute qu'on a eu parfois en réunion collective ou réunion individuelle. Et donc, à un moment, on s'est posé la question, on s'est dit, on a une responsabilité à faire en sorte que nous ayons des interlocuteurs qui soient forts, qui soient droits dans leur fonctionnement et dans leur façon d'être, de manière à pouvoir collaborer de manière efficace pour l'un comme pour l'autre. Des partenaires. Et donc on s'est positionné en tant que facilitateur et de catalyseur. Et on a créé les rendez-vous récap. Rendez-vous récap, c'est rendez-vous pour réflexion collective des associations de patients. C'est un projet qui est né en 2019, qui a vécu et qui a surmonté l'épreuve de la crise sanitaire du Covid, parce que c'était un événement qu'on voulait en présentiel, rassembler l'ensemble des associations de patients. On a transformé ça en webinaire. Et je dirais 5 ans plus tard, on est là et on organise une réunion. On annonce d'ores et déjà la réunion du 2026, le 2 juillet. Je vais peut-être laisser parler à Cécile, vu voir sa vision, puisqu'elle est depuis le début dans ce rendez-vous je dirais quasiment annuel maintenant. Je vous laisse conclure, Cécile, sur ce beau projet. Je fais vite, promis. C'est vrai que moi, on parlait d'histoire d'amour, c'est un bien grand mot, c'est pas ça. On a des intérêts convergents, mais il y a surtout des stratégies parfois où on se dit qu'on a un vrai rôle à jouer, pour l'un comme pour l'autre, et on pense souvent que l'industrie vient servir seulement l'assaut. Dans l'autre sens, ça marche aussi, je pense. Et c'est vrai que quand on est venu me voir en me proposant d'intégrer le comité de récap, j'ai trouvé ça super. Comme stratégie, je me suis dit, ça, c'est vraiment de l'innovation. L'innovation en santé, c'est pas que l'innovation en termes de médicaments ou dispositifs médicaux, c'est l'innovation organisationnelle. Et là, c'était vraiment, je trouvais, une façon de, au-delà de nous informer sur le parcours du médicament, etc., qui nous est rabâché pour qu'on intervienne ou pour qu'on fasse des contributions, c'était se mettre à disposition des associations, leur permettre de collaborer entre elles, de grandir entre elles. Et c'était quelque chose qui dépassait bien la cause de l'industrie en elle-même. Et moi, je suis très, 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 très heureuse d'en faire partie. Et j'étais très, très flattée d'être sollicitée là-dessus. Je me suis dit que c'était une belle preuve de confiance. Merci beaucoup. On s'arrêtera là-dessus. Très belle conclusion. Merci beaucoup. Merci à toutes les 4 pour votre partage. Merci beaucoup.